Je suis ravie d'animer cette première table ronde pour ma part. On a quatre invités, quatre super invités. Donc, on a trois tuteurs entreprises et une tutrice école. Donc, tous les quatre vont vous présenter leur parcours, leur entreprise et surtout leur métier. Il y aura une session aussi de questions-réponses et puis aussi également un temps est prévu pour que vous puissiez leur poser vos questions. Donc, préparez-les. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat pendant que les intervenants sont en train de parler. Donc, justement, parmi nos intervenants, Bertrand, d'ailleurs, je te laisse les passer en co-animateur pour qu'ils puissent partager les slides, s'il te plaît. Donc, nous avons Alice Faure qui travaille chez Time to Pitch et qui est la tutrice entreprise de Shamae Kissi. On a Fabien Louis, qui est le tuteur entreprise d'Inès Brissy chez CRM Service SNCF. On a Mathilde Vibré, qui est responsable e-commerce chez VIP Optique et qui est tutrice école de 7 DMDA, 4e et 5e année. Et nous avons Luis Montero, qui est le tuteur entreprise de Doria Obongo chez Schneider Electric. Voilà. Alors, pour commencer, on va laisser la parole à Alice. Donc, chaque intervenant va vous présenter qui ils sont, leur parcours et leur métier pendant une dizaine de minutes chacun. Attention, les intervenants, je veille au grain sur le timing. Je compte sur vous. Et après, on fera une session de questions-réponses. Alice, es-tu prête? Oui, merci Caroline. Alice, est-ce que vous avez bien le partage d'écran? Ça marche? Alors attendez, hop, ça arrêtera le partage. Oui, normalement ça a l'air de marcher. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça y est, c'est bon. C'est en train d'arriver. Bon, super. Merci beaucoup Caroline, je suis vraiment ravie d'être là et je suis vraiment très contente du coup d'intervenir aux côtés de Mathilde, de Louis et de Fabien. Vous êtes ici aujourd'hui pour qu'on vous partage un petit peu notre quotidien, nos expériences et que vous ayez un peu un aperçu de ce que pourraient être vos carrières du coup à l'issue de votre master. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et je suis responsable du digital chez Time to Pitch. Chez Time to Pitch, on pense que vous prenez le pouvoir quand vous prenez la parole et c'est pour ça que du coup, on forme des milliers de collaborateurs chaque année à la communication orale et aux soft skills. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que le plus important dans le digital, c'est l'humain. À l'issue de mes études du coup, que j'ai faites à Nancy, j'emménage à Paris pour démarrer ma vie professionnelle. À ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, mais par contre, je sais ce que je ne veux pas faire. Je n'ai pas envie d'intégrer une trop grande équipe qui n'est pas à taille humaine et je n'ai pas envie d'avoir une mission qui n'a pas de sens à mes yeux. C'est pour ça que j'arrive chez Time to Pitch comme chargée de projet formation où en fait, je pilote en étroite collaboration avec les clients, les coachs et les participants la mise en place de nos parcours d'accompagnement chez les clients. C'est vraiment une année qui est très très riche en apprentissage humain et en enrichissement. En 2019, Time to Pitch double son chiffre d'affaires. Et là, on comprend que le digital est vraiment un levier de croissance très important à prendre en compte. À ce moment-là, les fondateurs me font confiance pour créer le pôle digital de l'entreprise. À l'époque, le digital chez Time to Pitch, c'est surtout des outils pédagogiques, notamment une plateforme web qui est en cours de développement et l'idée d'une application mobile qui, du coup, nous trotte dans la tête. À partir de là, il faut tout créer, il faut tout penser, il faut tout imaginer. Donc, on y va, on est parti, plein d'envie, on démarre. On crée un plan avec deux grands objectifs. Le premier, du coup, c'est vraiment d'accompagner un maximum de collaborateurs. Pour ça, on a Pitch Easy, la plateforme, du coup, qui va vraiment les accompagner dans la création de leur pitch. Elle est déployée dans toutes nos formations et elle est très appréciée de tous les utilisateurs. Et le deuxième volet, du coup, c'est l'application mobile, du coup, pour qu'ils puissent s'entraîner à leur prise de parole. Pour ça, on brainstorm beaucoup en interne. On a plusieurs idées. On brainstorm avec nos coachs, avec nos clients. Et puis, on prend la direction, du coup, vraiment d'une application mobile de formation et de coaching à la prise de parole. À partir de là,
On cherche nos partenaires, notamment un partenaire de développement qui sera du coup une agence thaïlandaise qu'on connaissait de précédents projets. Et puis, on s'entoure aussi de nos partenaires de confiance avec lesquels on travaille depuis le début de Time to Pitch, notamment pour les côtés techniques et juridiques. On travaille donc en 100% en remote pendant plusieurs mois. Et donc, maintenant, on est très content d'avoir une V1 qui est disponible en téléchargement sur les stores et qui est du coup accessible à nos clients, étant donné que c'est une application B2B. On se place avec cette application vraiment dans une logique d'amélioration constante, notamment basée sur les retours de nos utilisateurs et de nos clients. Et pour la petite histoire, on est déjà en train de réfléchir à la V2. Elle est déjà dans les tuyaux. Le deuxième objectif de ce plan, du coup, c'est d'accroître notre notoriété. Pour ça, on a plusieurs leviers et c'est donc le marketing digital qui va nous permettre d'y arriver. La première chose, du coup, ce sont les campagnes d'acquisition payantes. On lance des campagnes sur Google Ads. Elles tournent depuis maintenant plus d'1 an. Elles nous permettent de générer des leads rapidement. L'objectif, maintenant, c'est vraiment chaque semaine, en fait, de les optimiser, retravailler un peu les landing pages, les créations, les mots-clés, tout ça, en fait, pour qu'elles soient toujours plus performantes que la semaine précédente. Ensuite, pour accroître notre notoriété aussi, on organise régulièrement des webinars, ce qui nous permet en fait de se positionner comme des experts sur nos thématiques. Ces webinars nous permettent aussi du coup de lancer de nouvelles thématiques dont on fera la promotion ensuite à travers plusieurs canaux de communication comme les mailings et les réseaux sociaux. Ensuite, il y a 6 mois, on s'est lancé le défi fou de faire de l'inbound marketing. Et ça, du coup, on a démarré donc en octobre dernier par la refonte du site internet, donc une refonte vraiment totale. On en a profité pour retravailler la manière dont on communiquait nos messages, vraiment notre identité visuelle aussi. Donc ça, c'était vraiment un projet très intéressant. Et donc en 2021, là, depuis le début de l'année, on est rentré dans une dynamique de production de contenu à forte valeur ajoutée. L'objectif, c'est bien sûr du coup de générer du trafic sur notre site et surtout de convertir du coup ces visiteurs en prospects intéressants pour Time to Pitch et intéressés par Time to Pitch. Le but est vraiment de leur apporter beaucoup de valeur. Toutes ces actions ont permis de générer 20% du chiffre d'affaires en 2020 et représentent déjà 30% de notre chiffre d'affaires en 2021 à ce jour, pour un budget prévisionnel de 70 000 € de marketing digital et 40 000 € plus ou moins de développement d'outils comme Speecher. On a vraiment beaucoup de défis à relever chez Time to Pitch et on a beaucoup de choses à faire. C'est notamment pour ça que Shaima m'a rejoint à la rentrée parce que du coup, il faut qu'on aille encore plus vite et encore plus loin. En prenant un peu de recul sur mes quelques années d'expérience et notamment en préparant cette intervention, du coup, je me suis rendu compte qu'il y a 3 points qui sont vraiment fondamentaux et que j'essaye de vraiment cultiver au quotidien. Le premier, c'est vraiment l'alignement entre mes valeurs et ma mission au quotidien. Je suis convaincue qu'on travaille mieux quand on est soi-même convaincu de la mission de l'entreprise. Et moi, je suis vraiment convaincue du coup que en fait, on apporte vraiment beaucoup de valeur et on aide tous les collaborateurs qu'on accompagne dans leur développement professionnel, mais aussi personnel. Il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement gratifiant quand on lit chaque semaine les retours des formations et qu'on a des retours très positifs et vraiment chargés d'humanité. Et en fait, on se rend compte que c'est une formation qui a été mise en place parce qu'un DRH nous a connus à travers une landing page d'une campagne Google. C'est un peu la boucle est bouclée en termes de gratification. On est vraiment très content de faire ça. Et en fait, on se dit qu'on travaille vraiment pour les humains qu'on a en face de nous. Le deuxième point qui est très important à mes yeux, c'est la transversalité. Concrètement, ça se traduit par avoir une vision vraiment globale de l'entreprise et de ses défis au quotidien. Pour ça, je travaille en étroite collaboration du coup avec les 2 dirigeants, mais je m'appuie aussi énormément sur chaque membre de l'équipe et sur chacune de leurs compétences pour avancer du coup toujours plus loin. L'autre versant de cette transversalité du coup, c'est de toujours se mettre à la place de l'autre,
quoi qu'on fasse, on se met toujours à la place de l'autre et on se pose la question de quelle valeur je lui apporte, qu'est-ce qu'il a besoin de ma part et surtout, quelle est ma différence qui va faire la différence pour lui. Et enfin, le dernier point, du coup, ce à quoi je crois vraiment très fort dans nos métiers d'aujourd'hui, mais du coup qui sont vos métiers de demain, c'est que tout va très très vite, mais vraiment très vite, et qu'en fait, il faut se renouveler en permanence. Il faut essayer de nouvelles choses, il faut tester, il faut innover, et surtout, il faut s'inspirer et s'enrichir des hommes et des femmes qui nous entourent pour du coup être dans cette dynamique de renouvellement constant. Vous l'aurez compris, j'ai un poste assez complet et varié chez Time2Pitch. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est que chez nous, le digital, c'est vraiment le lien entre tous les hommes et les femmes qui composent notre entreprise, mais aussi toutes les entreprises dans lesquelles on intervient. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous dire que pour moi, le plus important, c'est que l'humain doit toujours être au cœur du digital pour être au maximum de son efficacité et de sa pertinence. Voilà. Merci Alice. Merci. Alors ça m'a fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit en cours hier, que j'ai dit aujourd'hui. Ah bah tant mieux alors. Donc ça, pour le groupe de 5e année qu'on a eu hier, ça n'appuie que ce qui a été dit. Ah bah alors, tant mieux. Bon, bah, Merci beaucoup, Alice. alors, ensuite, alors Alice, justement, je crois que tu as déjà collaboré, c'est le fruit du hasard, avec Fabien. Et donc, Fabien, si tu es prêt, on te laisse intervenir. Bien. Vous m'entendez? On t'entend. Ok, parfait. Et oui, effectivement, on a déjà eu une intervention chez CRM Service de la part de Time2Pitch. C'était le monde d'avant. Oui, c'est ça. Je vais vous partager mon écran. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu qui je suis et notamment en fait mon parcours. Après, c'est une conviction juste personnelle. Je trouve que les parcours dans le digital, ça peut être hyper large et on peut tous venir un petit peu de n'importe où. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui peut faire la richesse aussi du métier, justement. Donc, qui je suis? Donc, moi, c'est Fabien Louis et je travaille comme donc, Project Partner. Je suis le même que sur cette image, mais sans cheveux. Mon parcours, en gros, pour vous faire ça simplement, c'est 4 années, en gros, depuis plus de 4 ans maintenant, je travaille donc dans la gestion de projets digitaux. Donc aujourd'hui, chez Project Partner, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça consiste et quelle est cette obscure appellation. Et avant ça, en fait, j'ai eu un parcours où j'ai beaucoup changé en fait d'entreprise et ce parcours même ici résumé ne reflète pas toute la réalité du travail. Donc depuis ces 5 dernières années, on va dire, j'ai été avant d'être project partner, j'ai travaillé comme consultant chez Wavestone, donc vraiment de la gestion de projet et l'idée c'est d'accompagner à chaque fois des gens en tant que consultant donc sur des projets divers et variés, que ce soit pour des clients divers et variés et sur des problématiques très très larges. Et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie importance d'avoir des fois un parcours assez original dans le sens où on peut se permettre justement de parler avec beaucoup de types de personnes et de métiers des fois très éloignés pour nous accompagner. Chez eux, j'avais notamment travaillé pour L'Oréal et pour Engie, que ce soit sur des problématiques larges de créer des services pour que ce soit pour créer des services pour de l'IT à une externalisation complète des fois de tout justement leur service IT. Et avant ça, donc j'ai travaillé chez Orange en alternance, en ayant fait exactement comme vous un master en marketing digital, pas dans la même crèmerie. Je suis désolé. Allô? On t'accepte quand même. Oui, monsieur Venet, comment allez-vous? C'est gentil. Ça va, malheureusement, je suis en réunion de team. Yes. Ouais, monsieur, vous n'êtes pas mute, faites attention. Pas de problème. Je viens de couper Bertrand, désolé.
Et ici, c'est pareil, en fait, c'était des missions complètement différentes sur lesquelles on était très axé sur de la relation client un peu, notamment la création de chatbots et des éléments comme ça. Et avant ça, j'avais aussi travaillé sur de l'acquisition payante en tant qu'assistant SIA. Ça vous fait penser que c'est un parcours qui est très digital, mais la vérité, c'est qu'avant ça, j'ai fait des formations diverses et variées, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la banque, que ce soit euh, dans de la gestion, des secteurs très variés. Et en fait, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir un certain goût, une certaine capacité à parler un petit peu des langages différents avec des gens différents. Et pour moi, c'est le cœur du métier un petit peu dans le digital, notamment comme chef de projet. Au quotidien, ça se traduit comment? Donc, pour moi, en fait, c'est un travail autour du pilotage de produits digitaux. On peut dire un terme de product owner, mais je ne suis pas censé le dire, à peu près. Pour 2 services de la SNCF que vous connaissez peut-être, surtout si vous avez des enfants, mais en tant qu'étudiant, je ne pense pas que vous en ayez tous maintenant. Un qui s'appelle Mes Bagages, c'est donc du transport de bagages pour les voyageurs, et donc c'est un service qui est amené à, comme son nom l'indique, transporter des bagages. C'est très ciblé pour les familles et les personnes âgées. En fait, on offre ce service à disposition de clients qui, pour certains, ont du mal à se déplacer et donc pour qui, en fait, c'est un vrai bénéfice. En fait, on cherche vraiment à avoir une approche très centrée, justement, sur l'utilisateur et la qualité de service. En fait, on ne cherche pas forcément à avoir un service. Et ça, d'ailleurs, c'est une approche assez intéressante en termes de KPI. On ne cherche pas à avoir un service qui va chercher à être rentable. On cherche quand même à ne pas toujours perdre, mais on a surtout cherché jusque-là à offrir le service optimal à nos utilisateurs. Il faut savoir que 30% de nos clients en fait, ne voyageraient pas s'il n'y avait pas de service, et donc notamment ces personnes âgées. À côté de ça, on a un service qui s'appelle Junior et compagnie, qui est un peu plus connu celui-ci, et donc c'est peut-être que vous l'avez certains utilisé même dans votre vie, ou vos parents vous sont fait passer par ce service. Un service donc d'accompagnement des enfants en fait dans les trains. Ça paraît être une simple action touristique. En fait, on est sur un service et pour moi, c'est 2 points importants sur ce service. C'est pareil, c'est un service qui rend énormément, qui a une vraie vocation sociale derrière. En fait, c'est pas seulement du transport d'enfants. Des fois, c'est simplement relier des familles séparées justement qui ne peuvent plus qui doivent faire traverser leurs enfants la France et qui doivent utiliser maintenant ce service en fait. C'est un service qui paraît simple, dit comme ça, juste du transport. En fait, c'est comme si on était une mini SNCF en tout petit, avec une performance opérationnelle encore différente. Et pareil, beaucoup de notions donc, de KPI très particuliers et très spécifiques parce que on peut perdre un bagage, on peut plus difficilement perdre un enfant. Après, voilà, c'est deux. Il y a des gens qui, je sais pas. Mais sur nos 2 services, en fait, on est aussi donc, je vous parlais, amené à parler avec une diversité de personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que des services comme ça se compose. Ça se compose pas seulement en fait d'une vision marketing, c'est à la fois des gens du marketing, des gens de la relation client, donc de centre d'appel qui vont être là pour gérer des problématiques diverses et variées, de la plus exceptionnelle perte d'un enfant à plein de cas, des cas de grève, des cas de... Et en même temps, donc, des gens de la production qui, eux, sont sur le terrain. Et donc, en 4e roue, on va dire, nous autres du digital qui sommes là, en fait, à devoir faire parler, on va dire, tout ce beau petit monde pour leur faire aboutir leurs projets et leur faire aussi tourner leurs applicatifs. Ce qui veut dire des fois parler des langages différents, et traduire énormément tout ce qui est fait. Mais en fait, ça se concrétise en termes de projets. Pour vous donner des exemples un petit peu sur nos travails sur aujourd'hui, par exemple, donc Inès qui m'accompagne en ce moment sur les sujets, donc travaille exclusivement sur le service Mes Bagages et on est en fait sur une refonte complète du service. Et pour vous donner une idée, en fait, refondre un service comme ça veut dire repartir de zéro sur tous les process qu'il y a, même très éloignés du digital. Et pour nous autres, un petit peu accompagner ces projets, ça veut dire vraiment, on va justement traduire et faire construire petit à petit avec chaque membre de l'équipe leur service, leur vision. C'est un travail qui est assez long et en fait, c'est très, très, très varié. Je vais venir juste après sur ce que ça veut dire au quotidien. Mais pour vous donner une idée, en fait, sur un service comme Mes Bagages, une refonte de ce service, qui est plus petit qu'un service que Junior, c'est
on est bien une quinzaine de personnes, enfin, ouais, au moins une quinzaine de personnes mobilisées, on va dire, à temps plein, que ce soit des développeurs ou des gens vraiment du métier. Donc, c'est aligner à la fois leur calendrier et réussir à leur faire sortir aussi donc, leurs idées. Sur ce service junior, par contre, on est encore sur un autre niveau de complexité, c'est-à-dire qu'on a à peu près 6 ou 7 applicatifs différents et autant plus de personnes à qui parler. Et pareil, en fait, on agit sur des refontes d'applications, sur la mise en place de services comme ce qu'on appelle une information voyageur, pour vous prévenir bêtement que votre train est en retard. Et comme c'est pour des enfants, c'est encore plus compliqué. Et ça, au quotidien, ça veut dire que pour nous, donc, voilà, comme je vous disais, donc, des missions très larges. On est là, en fait, on évolue sur de la gestion de backlog, donc vraiment ce travail un petit peu proche du product owner, à devoir échanger, on va dire, avec tous les collaborateurs pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment voulu et comment est-ce que finalement on peut derrière donc l'intégrer. Ça veut aussi dire avec eux dialoguer et puis leur dire ce que tu veux, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. D'où l'importance, en fait, justement, d'avoir cette capacité à échanger un petit peu facilement avec tout le monde. Et de la même manière, on fait aussi donc, beaucoup de création de parcours digitaux. Pardon. Ce qui veut dire ici essayer d'élaborer et de projeter un petit peu, donc avec des approches UX, comment est-ce que notre besoin, comment est-ce que notre envie de proposer quelque chose à nos clients peut se traduire et surtout derrière, est-ce que ça va rendre compte de la réalité. Ce qui consiste donc à faire énormément de tests utilisateurs. D'ailleurs, Inès nous a aussi accompagnés sur ces sujets-là. Faire donc de la recherche UX et faire une vraie idéation et être capable à la fois de le présenter et à la fois de sortir en fait les bonnes idées, on va dire, du sujet. Le troisième volet de ce qu'on fait, donc, c'est de la vraie gestion de projet pure cette fois-ci. Ce qui veut dire donc faire du suivi, faire du reporting, et donc au-delà d'être capable de parler à des métiers différents, c'est aussi être capable de parler à des hiérarchies différentes. Je pense que ça, c'est aussi un des cœurs vraiment de ce qu'on appelle la gestion de projet, et même le pilotage en fait en général, c'est de se dire tu peux parler à des métiers différents, mais également à des niveaux hiérarchiques différents, donc avoir un discours qui s'adapte. Et de la même manière, donc faire un pilotage global qui inclut des gestions de budget ou des gestions de pilotage de prestataires, qui de la même manière donc, ne sont pas les mêmes types de personnes à qui on parle et les mêmes exigences qu'on peut avoir avec eux. Donc ça, c'était pour ma partie. Merci Fabien. Ah ouais, d'accord, ouais, très bien, j'avais pas vu là en fait. Pardon. Ouais, non, On te laisse terminer, continue. Très rapidement, juste pour finir là-dessus, et pour vous expliquer en fait CRM Services, si ça vous intéresserait peut-être de venir chez nous. Donc c'est juste une filiale voilà, qui est intégrée à la direction marketing. On est là pour donc enrichir l'expérience de voyage et ça signifie donc travailler sur 4 BU. Voilà. Donc de la fidélisation, donc c'est justement tout ce qui est les mécanismes d'acquisition, que ce soit par email ou par du SIA. La restauration, mais ça, ce ne sera pas pour vous, comme ce n'est pas pour nous, ce n'est pas du digital, c'est la vraie. Et des services avant et après voyage. Et donc après Project Partner, qui sommes-nous? Je vais vraiment très très vite. Hein. Si vous voyez en fait des intérêts là-dedans, en fait, l'idée c'est que chez nous, c'est une double expertise. On accompagne la SNCF donc, dans l'amélioration de son expérience client et donc sa transformation digitale. Et ça veut donc dire voilà, du pilotage de produits digitaux, comme je fais actuellement, et du suivi des fois de la direction de projet de bout en bout. Ce qui veut dire, par exemple, travailler sur des services comme TGV Max, qui sont complètement chez nous, donc Junior, le portail Wi-Fi, donc un portail qui est très très utilisé, et le bot qu'il y a à l'intérieur des trains. Je ne peux pas vous en dire plus sur d'autres, notamment par manque de temps et parce que je ne peux pas vous en dire plus. Et pour vous expliquer en fait des profils comme ça, proches des nôtres, en fait, c'est ça qui intéresse. C'est des gens qui viennent beaucoup de formations telles que les vôtres. En fait, nous, ce qu'on cherche et ce qui est important pour la gestion de projet dans le digital, c'est d'avoir des couteaux suisses plus que des experts. C'est, comme nous essayons d'expliquer, en fait, c'est vraiment être une interface entre les différents métiers et des DSI, deux univers qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont pas le même langage. Dire j'ai envie d'avoir un bouton, j'ai envie d'aller acheter quelque chose, ça ne veut pas dire la même chose pour une DSI pour qui c'est tout un système, c'est toute une architecture. Et ce qui veut dire que pour nous, en fait, des profils, notre vision du chef de projet, c'est justement beaucoup plus pour nous du soft skill et des intérêts, plus qu'une vraie expertise technique. C'est-à-dire c'est avoir des gens qui sont justement curieux, qui ont cet esprit d'analyse et cette capacité à être justement synthétique et de la même manière pour travailler et pour pouvoir partager un peu tout ça,
avoir une vraie pédagogie et surtout une vraie empathie, en fait. L'idée de pouvoir se mettre à la place du client, mais pas que du client, aussi tous ses collaborateurs et de tous ces corps de métier qui, d'habitude, ne se parlent pas forcément. Voilà, c'est fini pour moi, en accéléré. Pas de souci. Merci beaucoup, Fabien. C'est très clair. C'est hyper intéressant, justement, le côté pas besoin d'une expertise technique hyper pointue. C'est surtout la personnalité et les soft skills qui comptent. Donc, c'est un sujet qui sera abordé un petit peu plus tard, justement, dans la masterclass. Donc, on te retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses et on va accueillir notre troisième intervenante, Mathilde Bibré, qui est responsable e-commerce chez Vipoptique. Alors, Mathilde, on te laisse partager ton écran. Ah, il faut que tu allumes ton micro. Vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. Je vais essayer de partager, mais j'ai l'impression que... Pardonnez-moi, j'essaie de trouver... La bonne fenêtre. Exactement. Pardon. Bon, il ne veut pas partager mon écran, donc désolé, on va faire sans. Pas de souci, je la partage pour toi. Ah, Tu peux commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis Mathilde Bibré. Donc, comme l'a indiqué Caroline précédemment, donc, je suis également tutrice école pour l'école Léonard de Vinci et je suis actuellement donc, responsable e-business pour un site d'opticien en ligne qui s'appelle vipoptique.fr. Donc voilà, je vais vous détailler mon parcours puisque je suis dans le digital depuis 10 ans maintenant et du coup j'ai diverses expériences dans ce domaine. Donc à la base en fait j'ai fait une école de commerce avec un MBA spécialisé en marketing du luxe. Donc j'ai pas un parcours scolaire purement digital. C'est venu après, en fait, lorsqu'il a fallu que je trouve des stages et que je crée ma propre expérience professionnelle, mon propre parcours professionnel. Je suis un peu, entre guillemets, tombée dans le domaine du digital par la force des choses. Donc, j'ai commencé mon aventure en e-commerce lors d'un stage chez Sephora. Donc, je travaillais sur le lancement de la nouvelle version du site internet français et j'étais donc assistante chargée d'offres produits. Donc, ça consistait à optimiser le catalogue produit. Donc, voilà, c'était vraiment la gestion du catalogue produit en ligne, la création de fiches produits, donc, qui était du coup optimisée pour la nouvelle version du site Internet qui allait être lancée les mois d'après. Et mettre tout en œuvre au niveau des produits pour que la migration des données vers la nouvelle version du site Internet se passe le plus facilement possible et que tout soit bien adapté pour cette nouvelle version. Donc, j'ai fait ça comme première expérience en fait en e-commerce et c'était mes premiers pas dans le digital et c'était un monde que je ne connaissais pas vraiment et en fait, j'ai complètement découvert mon attrait en fait pour ce domaine-là et j'ai adoré travailler sur un site internet et le fait de voir mon travail en live directement lorsque les produits sont mis en ligne, tout ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai voulu continuer dans ce domaine. Donc, ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Balenciaga. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de luxe et de mode française donc, qui appartient au groupe Kering. Donc, je suis arrivée chez Balenciaga en 2011, donc en stage de fin d'études, et j'en suis sortie 8 ans plus tard, en 2019. Donc, évidemment, j'ai fait plusieurs étapes pendant ces 8 ans. J'ai notamment commencé donc, avec un stage qui s'est ensuite transformé en CDD en tant que chef de produit Internet Junior. Donc là, c'était très focus également sur l'e-merchandising, donc la mise en ligne de produits, les créations de fiches produits, vraiment la gestion du contenu, les shootings, tout ce qui était en rapport avec le contenu du site et également toute une partie d'analyse, de reporting des ventes et des stocks qui sont nécessaires dans ce type de job. Ensuite, suite à ces 2 années en stage et en CDD, il n'y a pas eu de possibilité de création de poste en CDI à ce moment-là dans cette équipe.
Mais j'avais un réel désir de rester dans cette maison. Donc, on m'a proposé un poste en CDI, mais pas dans le digital cette fois-ci, c'était dans le département commercial. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette expérience parce qu'en fait, elle n'a rien à voir avec le monde du digital, mais bon, voilà, ça fait quand même partie de mon parcours. Et j'ai accepté cette offre, j'y suis restée un peu moins de 2 ans, car au final, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire et que le monde du digital, c'est vraiment ça qui me plaisait. Donc, lorsque j'ai voulu postuler ailleurs, notamment pour retourner dans le e-commerce, un poste en fait à ce moment-là a été créé donc dans mon ancienne équipe e-commerce chez Balenciaga et du coup on m'a proposé une évolution interne. Donc je suis restée chez Balenciaga tout de même. Et là pendant 4 ans j'ai été donc ce qu'on appelle e-business account manager. Et donc en fait j'avais à ma charge 2 concessions en ligne. Donc, c'est un poste que j'adorais, qui était très diversifié. Je vais vous détailler un petit peu plus puisque c'est vraiment la première, je ne vais pas dire la première grosse expérience puisque j'avais beaucoup appris au cours de mes stages, de mes CDD évidemment. Mais ça a été mon vrai premier poste titulaire dans le digital et celui que j'ai réussi à faire grossir et à monter en chiffre d'affaires, etc. Donc, je me suis fait beaucoup d'armes dans ce poste. Donc, en fait, j'étais responsable de 2 concessions en ligne, c'est-à-dire que je travaillais pour la maison Balenciaga et on travaillait avec donc, des partenaires en ligne. Donc, ce sont des concessions qu'on avait ouvertes avec eux, donc, notamment pour 2 sites de multimarques, qui sont les géants multimarques de la mode et du luxe que peut-être vous connaissez déjà, qui sont net-à-porter.com et farfetch.com. Donc, j'étais en charge de ces 2 comptes e-business pour la société Balenciaga. Et donc c'était du coup très diversifié puisque j'étais donc la coordinatrice, donc le point de contact pour ces 2 concessions. Donc, mon travail allait donc de l'e-merchandising. Donc, j'étais responsable de la qualité du contenu digital donc, sur ces 2 plateformes, sur ces deux partenaires. Donc, ça allait à la création des outils de contenu. Donc, je devais fournir les descriptions des produits, les spécificités, les prix, les guidelines e-merchandising aussi pour que, puisque on appartenait donc à une maison de mode, donc il y avait toutes des guidelines en fait pour styliser la collection, puisque les shootings se faisaient notamment chez nos partenaires. Donc donc je devais leur envoyer des guidelines pour les guider et pour que ça respecte notre charte et notre e-merchandising qu'on mettait en place également dans les boutiques physiques et sur le site internet balenciaga.com en lui-même. J'allais également souvent, puisque les 2 partenaires online étaient localisés à Londres, donc j'allais souvent dans les équipes à Londres pour les former, pour leur donner les outils nécessaires pour que la collection soit la plus représentative et la mieux mise en valeur en tout cas chez nos partenaires online. Ensuite, j'étais également donc chargée des achats de collection. Donc, dans le milieu de la mode, donc, il y a ce qu'on appelle des showrooms. Donc, ce sont des périodes de vente pendant lesquelles nous achetons les collections qui ensuite seront mises en vente quelques mois plus tard. C'était la préparation et animation donc, des sessions d'achat donc, avec les partenaires online. J'avais la prise de décision sur les sélections finales. J'avais un budget alloué pour chaque catégorie de produits dans lesquels on décidait de quel article on allait choisir pour les mettre en ligne, les quantités, etc. Et tout ce qui la création des rapports d'achat, etc. derrière. Donc ça, c'était des périodes très intenses. Ensuite, il y avait également un très gros travail de reporting et d'analyse des performances. On avait en fait ce qu'on appelle une business review mensuelle. Donc, c'était une réunion avec le CEO. Durant laquelle je présentais les chiffres chaque mois, les évolutions à venir, les best-sellers, les articles qu'on a le mieux vendus, ceux qu'on a le moins vendus, présenter un plan d'action pour essayer de remonter ceux qui se vendent le moins. Il y avait plein d'analyses comme ça à faire chaque mois et à présenter au CEO.
Voilà, et d'autres analyses, notamment aussi sur, voilà, j'avais un suivi très étroit sur l'évolution du stock, puisque voilà, donc Balenciaga est une marque qui était en plein boom à ce moment-là, lorsque bon, ça fait des années que ça marche, mais à ce moment au moment où j'ai pris ce poste, voilà, ça a été le gros boom de Balenciaga, et voilà, donc il fallait un suivi étroit des stocks pour voilà, ne jamais être en rupture de stock sur certains articles qui fonctionnaient voilà, mondialement. Donc, voilà, c'était un travail assez enrichissant, et j'ai passé donc 4 ans dans ce poste. Et suite à cette expérience, en fait, j'ai décidé de quitter Balenciaga en 2019 pour me lancer à mon compte en freelance. Et j'ai très bien fait, puisque depuis l'année dernière, je suis donc devenue responsable e-business donc pour un opticien en ligne donc, qui s'appelle vipoptique.fr, comme je vous disais au début. Donc, j'ai changé un petit peu de domaine quand même, puisque là, je suis dans la vente d'équipements d'optique, donc qui vont des lunettes de soleil jusqu'aux lunettes de vue, les lentilles, les solutions ophtalmiques. Voilà, exactement. Donc, c'est un domaine que je ne connaissais pas, puisque voilà, je ne suis pas une porteuse de lunettes ni de lentilles. Donc, j'ai dû apprendre le produit. Donc, c'était aussi l'intérêt de cette nouvelle mission. Donc, puisque voilà, quand on change de mission, quand on change d'entreprise, c'est aussi pour apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Et sinon, voilà, je suis pour cette mission, donc j'ai un gros travail en fait sur l'e-merchandising et le contenu digital, puisque lorsque je suis arrivée en 2020 donc sur cette mission, donc ça va faire presque un an, voilà, le site était quasiment off, c'est-à-dire que l'équipe qui était en place avant n'a pas fait des choses très en cohérence avec ce que le Big Boss voulait. Donc, voilà, c'était pas très bien ficelé. Donc, là, depuis un an, il y a un gros travail de remettre le site à flot. C'est vraiment ça pour le coup. Donc, moi, mon travail en lui-même, donc, c'est beaucoup d'e-merchandising et beaucoup de contenu digital. Donc, je suis notamment actuellement sur l'optimisation de l'arborescence du catalogue produit qui n'a pas été très bien ficelé. Donc, essayer, voilà, pour derrière permettre au SEO et au référencement d'être beaucoup plus efficace. Voilà, c'est un petit peu démêler les nœuds qui ont été faits dans l'arborescence et dans la construction même du site. Voilà, donc ça passe aussi par la création et l'optimisation des fiches produits. Donc, voilà, j'essaie d'adapter mon contenu rédactionnel pour voilà, que ça matche le mieux avec le SEO, les visuels également. Voilà, et il y a aussi toute une stratégie marketing pour essayer de développer la visibilité online, puisque voilà, le site avant était complètement, quasiment invisible. Il n'y avait quasiment pas de chiffre d'affaires. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment remettre en place. Et voilà, donc on a fait pas mal d'opérations commerciales, notamment une avec Showroom Privé, qui nous a apporté beaucoup de visibilité. Et puis voilà, on fait des animations promotionnelles, des campagnes emailing. Voilà, donc je touche un petit peu à d'autres domaines dans lesquels je n'avais pas forcément la main mise, notamment chez Balenciaga. Tout ce qui est communication digitale, tout ça, j'avais pas... ça faisait pas partie de mes attributions. Donc, ça me permet de me diversifier, d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc, ça, c'est très enrichissant. Et je travaille du coup étroitement avec une agence digitale qui, eux, sont vraiment focalisés sur l'optimisation SEO, le référencement, voilà, pour essayer de faire évoluer le site de la meilleure des manières possibles. Voilà, donc si je devais dire quelques atouts, quelques qualités qu'il faut avoir pour ce type de poste, moi, voilà, je sais qu'il faut avoir un sens du détail et une aisance rédactionnelle quand même assez développée. Voilà, parce qu'il faut avoir l'œil en fait sur le moindre petit détail, le moindre petit défaut qui pourrait tout simplement rétracter un client sur une vente. Le client ne touche pas le produit en ligne, donc voilà, on se doit de fournir des éléments descriptifs les plus précis, les images voilà, les plus réalistes et qui donnent vraiment envie d'acheter le produit en ligne en fait. Donc, voilà, donc il faut avoir quand même un œil aiguisé sur le détail.
Je dirais aussi une bonne capacité d'analyse, être à l'aise avec les chiffres et savoir les interpréter surtout, voilà, puisque ça va permettre de savoir pourquoi tel ou tel produit n'a pas fonctionné et avoir des tendances de vente chez les clients qui peuvent plus facilement nous aiguiller derrière sur les achats de collection et sur le réassort du stock. Donc ça, c'est très important d'avoir l'œil là-dessus. Et ensuite, les classiques, je dirais l'autonomie, savoir gérer les priorités en fonction des plannings de lancement de collection, de mise en ligne. Ça, c'est très important. L'aisance avec l'anglais, puisque moi, chez Balenciaga, par exemple, j'étais avec des partenaires online qui étaient basés à Londres. Donc, 95% de ma journée, c'était en anglais. Donc, voilà, très important. Et évidemment, une connaissance des outils back-office, Excel que j'utilise quotidiennement, évidemment. Et puis, ensuite, il y a beaucoup de plateformes back-office qui sont nécessaires voilà, qu'on apprend au fur et à mesure. Sur le terrain. Comment ? On découvre sur le terrain, ça. Exactement, qu'on découvre sur le terrain. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, actuellement, je travaille sur WooCommerce, donc, qui est la plateforme de vente de WordPress. Voilà, c'est une plateforme que je ne connaissais pas. Donc, via cette mission, ça m'a permis du coup de découvrir par moi-même cette plateforme. Donc, ça ajoute une corde à mon arc. Et puis après, il y a Salesforce, Google Analytics qu'on apprend en fait au fur et à mesure des expériences. Donc voilà, ça résume à peu près mon parcours et ce que je fais au quotidien. Et puis, voilà, en tout cas, c'est un poste, c'est une branche de l'e-commerce donc, qui est vraiment très focus sur le produit et sur le contenu digital. Et voilà, moi, personnellement, pour avoir du coup touché à 2-3 choses d'autres, c'est vraiment ce que je préfère faire et je suis très contente de m'épanouir là-dedans. Mais voilà, ça demande beaucoup de rigueur. Et de la flexibilité aussi, parce que voilà, c'est un travail qui n'est pas du tout routinier et les projets sont amenés à changer en plein milieu et on nous en ajoute un autre et puis un autre. Et voilà, donc il faut savoir prioriser son travail et voilà, mais c'est très enrichissant et très passionnant. Voilà. On sent la passion, Mathilde. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup. J'aime mon travail. J'aime mon métier. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va accueillir notre 4e intervenant qui est Luis Montero. Là, on va basculer du côté plus de la data et ensuite, on enchaînera avec une petite session de questions-réponses. Donc, si vous commencez à avoir des questions, posez-les dans le chat. Luis, est-ce que tu es prêt ? Oui, vous m'entendez ? On t'entend, c'est parfait. Super. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aller vite ou pas, Caroline, tu me diras. Si tu tiens dans les 10 minutes, on est bon. Ok, ça marche. Ce que je vous propose, c'est d'aller assez vite sur la présentation de l'entreprise, puisque c'est une boîte du CAC 40. Vous pouvez retrouver toutes les infos assez facilement. Je vais vous copier à la fin de la présentation, comme ça vous pourrez regarder à part. Et elle sera disponible, je crois que je te l'ai mise sur le PDF, Caroline. Donc, vous pourrez regarder la vidéo, je dirais, de ce qu'on appelle notre Customer Company Story, donc l'histoire, la raison d'être de notre entreprise. Je vous laisserai regarder. Et puis, je vais attaquer directement sur la partie qui me concerne, donc mon métier. Je te laisse partager le PDF ou pas ? Ou tu veux que je le fasse ? Ça fonctionne mieux, effectivement. J'étais en train de passer les slides. Ok. Est-ce que ça fonctionne pour vous là ? C'est bon, on voit tout. Ok, super. Donc, la compagnie Story, comme je vous disais, la raison d'être de l'entreprise, je vous le partagerai. Et puis, j'attaque directement là-dessus. Donc, pour mon poste, alors je crois que c'est Mathilde qui vient d'en parler, l'anglais est important. Du coup, je vous ai laissé la présentation en anglais, j'espère que ça ne vous dérangera pas et si vraiment il y a des difficultés, je pourrais vous la transmettre en français, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de mon poste, je suis responsable de la mesure et de toutes les analyses de performance pour le marketing et la communication en France pour Schneider Electric. Et donc, je vais vous présenter un petit peu à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce que j'appartiens à l'entité Global Marketing France Opération ? Eh bien, je ne sais pas si ça vous parle, les structures organisationnelles d'une entreprise, mais en tout cas, pour une boîte de notre dimension, on a ce qu'on appelle une organisation matricielle. Et donc, on a des fonctions centrales
comme par exemple la fonction marketing, et puis on a des fonctions comment dire, horizontales qui sont pour nous la division par zone géographique. Et donc, j'appartiens à l'entité marketing, donc global marketing du groupe, et je sers le pays France. Et il y a des gens comme moi dans chacune des zones que l'on couvre. Alors, vous voyez 3 mots, puisque c'est développement durable, efficacité énergétique et des processus et résilience, qui sont des choses qui doivent vous parler malheureusement avec la crise que l'on vit. Et c'est finalement ce que mon entreprise, je dis notre entreprise, puisque Doria est parmi nous aussi, notre entreprise vient couvrir. Quelle est la raison d'être de Schneider Electric? Donc, l'objectif, comme vous pouvez le lire, c'est de tirer le maximum, le meilleur de notre énergie et de nos ressources pour apporter du progrès aux 4 coins du monde, et ce, de façon durable. Puisque, vous le savez, le plus gros défi de nos générations, et donc là, j'ai vu qu'il y a plusieurs générations dans l'appel, le plus gros défi que l'on a à affronter aujourd'hui, c'est le changement climatique, et c'est ce à quoi notre entreprise répond. Et c'est pour ça que c'est passionnant de travailler dans cette boîte. J'y vais rapidement. Donc, la mission principale, c'est de venir supporter nos partenaires sur leur développement, leurs objectifs de développement durable et sur leur efficacité donc énergétique dans un premier temps, et des processus également. Donc, quand je dis nos partenaires, ça peut être vous, chez vous, en tant que consommateur final. Et puis sinon, pour la majorité du business, du chiffre d'affaires de Schneider Electric, ce sera des grands comptes, des grandes entreprises comme Bouygues, Engie, EDF, etc., pour lesquels on travaille. Tous les hôtels qui ne vont pas très bien, malheureusement, en ce moment. J'avance. Simplement pour vous présenter les figures clés, enfin les chiffres clés de Schneider Electric. Donc, on est présent dans plus de 100 pays dans le monde. En 2019, les résultats 2020 sont sortis il y a 2 semaines, donc ils n'ont pas eu le temps de mettre à jour la présentation du groupe, mais voici les résultats 2019. En 2020, il y a eu 5% de chiffre d'affaires en moins, ce qui est plutôt positif puisqu'on s'attendait plutôt au double en termes de perte de chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez le voir sur la répartition, je dirais, géographique de nos revenus, eh bien, vous avez un équilibre, et c'est très important pour nous, vous allez le comprendre sur la slide suivante. Schneider Electric se veut comme une entreprise qui investit aux 4 coins du monde et qui a un rôle à jouer partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important qu'on répartisse autant nos revenus que nos équipes. Je vais vous montrer dans la slide d'après. Au niveau effectif, c'est à peu près 135 000 personnes dans le monde, dans plus de 100 pays. Si j'avance, voilà pour cette répartition. Donc, l'un des objectifs du groupe, et on a encore accéléré cette année, en 2020 du coup, avec une avancée là-dessus, c'est de répartir le pouvoir aux 4 coins du monde pour que chacune des zones dans le monde ait son autonomie et son pouvoir d'agir pour la planète. Donc, ce que vous pouvez retrouver ici, ça présente un petit peu les différents sites sur lesquels on est présent. On avait jusqu'à l'année dernière 3 gros hubs, ce qu'on appelle des hubs, donc c'est les centres de décision, d'influence de l'entreprise sur les zones géographiques. Donc, on avait les USA avec Boston, on avait l'Europe avec Paris, sur lesquels on est présent, et puis on avait la Chine avec Hong Kong. Et depuis l'an dernier, on a ajouté, je crois que c'est Bangalore pour l'Inde. Donc, vous avez vraiment ces 4 pôles à pouvoir et influence équivalentes. Et notre but, comme vous pouvez le lire, c'est d'être l'entreprise la plus locale possible dans les grandes entreprises, donc aux 4 coins du monde. Et pour avoir aussi une représentativité de chacune des zones et pas les stéréotypes que l'on pourrait avoir, c'est-à-dire, je vais le dire clairement, mais des hommes blancs à la tête de chacune des différentes géographies. Donc, comme ça, on permet à chacune des zones d'avoir une représentativité de la zone et du coup, une diversité et une puissance d'action bien plus pertinente que si on avait le même type de dirigeants aux 4 coins du monde. Juste un petit mot, parce que je ne sais pas, je ne me souviens plus, Caroline, s'il n'y a que des dernières années ici ou s'il y a également des 4e années Oui. avec nous. Ok, super. On a 4 et 5.
Ah, super. Eh bien, écoutez, sachez que Schneider Electric en France, donc là, c'est vraiment les chiffres en France, on recrute à peu près 1000 alternants par an. Donc, on renouvelle tous nos alternants, enfin, pour une bonne partie, tous les ans. C'est plus pour vous, hein, puisque vous changez vos études régulièrement. Mais du coup, sachez que sur tout le territoire français, on a environ 100 implémentations, plus de 1000 alternants. Donc, si vous voulez rejoindre notre entreprise et si vous adhérez à ces valeurs, je dirais, de lutte pour le changement climatique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Regardez sur le site de Schneider, je crois que la zone recrutement est très, très bien faite. Et puis, allez-y, quoi, n'hésitez pas à postuler, il y a du boulot et en plus, il est passionnant. Maintenant, j'avance, je vais vous parler un petit peu plus de moi et de mon rôle. J'ai essayé d'être très, très concret avec vous pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble mon quotidien. Je rejoins beaucoup ce qu'a dit Fabien tout à l'heure sur les conseils pour l'employabilité. J'y reviens juste après. Et puis, ce que disait Mathilde sur la partie reporting, notamment, c'est quelque chose qui est essentiel dans nos métiers, puisque le reporting, ce n'est pas simplement du contrôle, bête et méchant, je dirais, mais c'est également s'assurer qu'on suit la bonne direction, qu'on va tous dans le bon sens et qu'on va finalement essayer d'atteindre nos ambitions correctement. Alors, mes missions principales, donc la première, qui est celle qui prend, mine de rien, beaucoup de mon temps, c'est piloter la performance, marketing, communication, un petit peu commercial. Et donc, je vous ai bien mis, pour moi, il y a une différence à faire entre les indicateurs clés, les indicateurs clés pour l'entreprise et les indicateurs plutôt opérationnels. Quelques exemples, c'est un indicateur clé, c'est combien on est capable comment on est capable de venir impacter le chiffre d'affaires de notre entreprise, donc ce qu'on appelle la bottom line. Opérationnel, c'est plutôt comment est-ce qu'on va venir améliorer nos campagnes, par exemple. Si vous avez un mailing ou une campagne de mail, je ne sais pas, un programme de nurturing qui part, comment est-ce que je fais pour améliorer un mail, le deuxième mail en fonction des résultats du premier. Voilà, donc ça, c'est des choses vraiment très, très différentes. Il y en a qui sont utiles aux équipes opérationnelles pour améliorer leurs actions, les campagnes qu'elles mènent, et puis il y en a d'autres qui sont en fait la direction que l'on engage et qu'on vient plutôt partager avec nos managers et la direction de l'entreprise. Une deuxième partie dans mon rôle qui est absolument passionnante et je pense qu'elle est essentielle. Vous verrez dans la salle d'appel, je l'ai cité. Pour moi, il faut prendre beaucoup de recul, hein. On est un écosystème dans l'entreprise, donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Généralement, le commerce et le marketing sont deux entités qui travaillent beaucoup, beaucoup en silo. Et c'est très triste et malheureux puisque c'est là où on perd finalement les synergies. Et donc, l'un des axes, je dirais, de mon rôle, c'est effectivement d'accompagner le commerce chez Schneider dans leur transformation digitale. Et l'objectif, évidemment, c'est de créer des synergies pour qu'on puisse finalement mieux servir nos clients. Je suis également le référent data. Comme vous le savez, tout ce qui est digital est générateur de données et donc il faut comprendre quelles sont les données, comment elles arrivent dans nos systèmes d'information, comment on les range, comment on est capable de les consulter et comment est-ce qu'on peut en tirer de la valeur. Parce que collecter de la donnée, mal la ranger, mal la classer, etc., vous n'arriverez à tirer aucune valeur de données dans ce sens-là. Donc, c'est extrêmement important de savoir comment marche finalement. Il faut mettre malheureusement les mains dans le cambouis, dans le moteur, pour voir un petit peu comment ça marche. Et rassurez-vous, ça n'a rien de toujours très complexe ou effrayant. C'est parfois très, très simple et c'est passionnant également. Et enfin, la dernière partie, je ne vais pas trop en parler puisque ça dépendra vraiment de vos rôles différents. Je suis également responsable de tout ce qui est reporting des résultats et budgétaires au comité de direction pour la France ou la France envers le groupe. Et dans ce cadre-là, c'est plutôt parce que j'ai des compétences financières et comptables dans mon passé. J'ai sauté mon parcours. Je vous laisserai regarder rapidement sur LinkedIn, bien que ne prenez pas exemple sur mon profil LinkedIn puisqu'il a au moins 4 ans. Donc, je vous laisse juste regarder à la limite l'historique, mais pas du tout prendre exemple là-dessus. Par contre, une chose est essentielle, c'est qu'avant d'être data, avant d'être marketeur, je suis un analyste. J'ai travaillé dans la physique fondamentale
en laboratoire de recherche. Et c'est l'une de mes premières missions, je dirais. Et la chose que je faisais, c'était comprendre les résultats de nos expérimentations pour délivrer, je dirais, derrière des solutions pour la radiothérapie. Donc, ce qui est important, je pense, dans le digital, dans la donnée, etc., c'est vraiment cet aspect de comprendre ce que l'on fait, comprendre comment ça marche, pour fournir des solutions. Alors, au métier, j'ai adoré ce que disait tout à l'heure Fabien, hein, le rôle, je pense, aujourd'hui de nos métiers, c'est de permettre de communiquer entre les métiers et parfois les équipes techniques et d'apporter finalement des solutions à des problèmes ou des solutions à des choses qu'on ne soupçonnait pas, mais qui permettent de gagner en efficacité. Vous pouvez le voir sur la partie droite de la slide. J'ai un petit peu moyenné, hein, il n'y a rien de très précis, mais ça ressemble à ça, à peu près une de mes journées classiques, je dirais. Donc, je vous laisse lire et vous voyez, la majorité de mon temps, il est vraiment dédié à la partie accompagnement des équipes sur les projets, analyse, je dirais, des résultats, qu'ils soient opérationnels ou business. Et ça se fait aussi beaucoup dans un groupe comme Schneider Electric au niveau international, puisqu'on travaille ensemble pour améliorer la performance locale en bénéficiant des avantages d'un groupe de différentes équipes qui font les mêmes choses que nous ou des choses différentes, et puis on implémente en France. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça. J'avance du coup. J'avais juste une tips que j'aurais aimé vous donner parce que c'est… Vas-y, Louis, pas de souci, t'inquiète pas. Okay. Donc, juste une tips parce qu'elle me vient de mon manager et qui lui vient directement du PDG du groupe, donc Jean-Pascal Tricoire. Donc, je me suis dit, c'est toujours sympa d'avoir un conseil d'un PDG du CAC 40. Alors, de temps en temps, vous verrez, vous aurez à affronter ça dans vos carrières. C'est le choix entre est-ce que je veux finalement être un expert, un référent, ou est-ce que je veux mener des équipes au niveau managérial. Je pense que l'une des chances que l'on a dans nos métiers, et j'espère dans votre métier de demain, c'est que finalement, on a cette chance de pouvoir choisir. Et moi, je vais vous donner mon choix, hein, et ça me conforte avec le petit conseil de Jean-Pascal. Jean-Pascal nous dit tout le temps, il y a une confrontation entre notre capacité à influencer et donc à mouvoir, je dirais, une entreprise dans le sens, dans la vision, dans la direction dans laquelle on veut aller, et le fait d'être manager et d'orienter, je dirais, par la force, votre équipe. Et Jean-Pascal, donc c'est une personne qui est à la tête d'une entreprise qui a 135 000 personnes, mais il n'a que 10 personnes sous lui. Et donc, son rôle, finalement, c'est surtout un rôle d'influenceur. Il n'a absolument aucun management, quasiment, dans son rôle. C'est un leader. Et en fait, voilà, son message pour mon manager et du coup que je vous transmets aujourd'hui aussi, c'est ne cherchez pas forcément à être je dirais des managers hiérarchiques, à avoir des tas de personnes sous vous, parce qu'en fait, vous aurez aussi beaucoup d'embêtements. Mais finalement, cherchez plutôt, grâce à votre métier de digital, d'analyste, je dirais de personnes qui comprennent comment ça fonctionne, d'influencer les bonnes personnes pour qu'elles fassent bouger l'entreprise et le groupe dans le bon sens. Donc voilà, c'était juste mon message pour votre avenir, je l'espère. Et je vais très vite, du coup, je voulais vous donner un exemple ici sur les conseils d'employabilité. Alors, c'est tout à fait personnel, hein, c'est mon avis. Ce qu'on fait en France dans notre équipe, on recrute à peu près une douzaine, je dirais, de personnes chaque année entre alternants et postes en renouvellement. Et voici plutôt ce sur quoi on va axer, je dirais, notre choix. Alors, il y a deux aspects toujours les mêmes, hein, en anglais, hard skill ou soft skill, donc plutôt compétences techniques et compétences personnelles. Alors, certaines compétences techniques, vous pouvez en débattre si elles sont plutôt personnelles ou techniques, mais pour moi, dans un rôle d'analyste, ça fait partie du minimum technique à avoir. Et donc, par exemple, sur les compétences techniques, le raisonnement et l'esprit critique, qu'on a la chance d'avoir en général en France, sont clés en fait, parce qu'il faut être capable de comprendre ce qu'on fait, comprendre les résultats et puis derrière challenger ou supporter les différentes fonctions. La maîtrise des outils est importante. Je ne sais plus si c'est Mathilde ou Fabien qui le disait tout à l'heure. Ça n'a pas vraiment d'importance d'arriver avec un énorme bagage technique, hein, il n'y a pas besoin d'être expert. Par contre, il faut le lier avec votre capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que vous pouvez arriver
sur de nouveaux outils. Ça change sans arrêt de toute façon et il va falloir que vous soyez en capacité de rapidement, je dirais, monter en compétence sur ceci. Donc, plateforme, système d'information, voilà, je pense que c'est votre aisance à naviguer et à monter en compétence sur celles-ci qui sont l'enjeu pour vous. Sur les compétences personnelles, je dirais que pour moi, le plus important, c'est la responsabilité parce que quand on vous fait confiance, on attend de vous que vous portiez le projet, ou les projets et que vous assumiez votre rôle. Et donc, il ne faut pas fuir, il faut être capable d'affronter, je dirais, même quand ça ne va pas forcément très bien. Ensuite, sur la partie adaptabilité et intégration de l'équipe, moi, je me pose toujours la question quand je recrute quelqu'un, je me dis, est-ce que j'ai envie de travailler avec elle ou avec lui? Si la réponse est négative, bien que je dirais les compétences soient à peu près toutes là, sachez que vous avez probablement un concurrent sur le poste avec qui ça va mieux se passer et qui aura probablement aussi les mêmes compétences. Donc, je pense que cet aspect, je dirais, personnel, il est vachement important. Il faut pouvoir s'intégrer dans une équipe qui est déjà en place et qui tourne. Motivation et ouverture. Donc, pour moi, ouverture, c'est curiosité, envie d'apprendre, de découvrir. Je pense qu'elles sont essentielles aussi, en particulier dans le digital où ça va super vite. Je vous ai mis un exemple en bas à gauche. J'ai vérifié avec elle que je pouvais partager mes notes. C'est copier-coller brut, je n'ai rien modifié. C'est le recrutement de Doria à l'époque, en juin ou juillet, je crois. Voilà ce que j'ai retenu d'une heure d'entretien avec elle. Et ensuite, c'est ce qui m'a permis de la choisir, je dirais, quand j'ai fait les différents candidats. Et ça en vient à mon conseil, du coup, pour moi, qui est le prioritaire, c'est illustrer, soyez concret et chiffrez. Pour moi, c'est vraiment important. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différencier les indicateurs opérationnels qui permettent d'améliorer les actions et les indicateurs qui ont des impacts sur les résultats de l'entreprise. C'est important de le faire. Et ensuite, quand vous partagez votre expérience, que ce soit à l'école ou en entreprise, au travers de stages ou d'alternance, soyez extrêmement concret. Vous dites, j'ai fait tant de projets, ces projets avaient tels impacts, tels résultats, je dirais, puis tels impacts sur l'entreprise. Essayez toujours de montrer le concret, le réel de ce que vous avez réalisé, parce que ça, c'est important pour nous, quand on vous recrute, de se dire, ils sont capables de réaliser quelque chose de concret et pas juste d'imaginer des choses, et il n'y a rien qui sort jamais, je dirais. Donc, Louise, voilà. Oui. Je te laisse conclure. Je crois que c'était ma dernière slide, du coup, j'ai terminé. On est parfait. Merci. Merci beaucoup, Louise. Très utile, très intéressant. Avec plaisir. Je te laisse organiser le petit échange avec nos invités, Caroline. Essayons d'être très centrés sur quels sont les métiers que vous avez dans chacun de vos services. Voilà, qu'on parle vraiment métier maintenant, au sens quels sont les métiers qui peuvent être intéressants pour les étudiants qui sont présents avec nous. Exactement. Alors déjà, juste pour faire un petit peu une petite synthèse de ce qui a été dit par nos 4 intervenants, que je remercie chaleureusement, c'est qu'on peut gérer un service de digital à 24 ans. On peut gérer des projets multiples et devenir un véritable couteau suisse. On peut aussi continuer à faire évoluer ses compétences en changeant de poste ou d'entreprise. Et on peut analyser des données dans le but vraiment de mener des actions concrètes derrière. Donc, on a des parcours qui ne sont pas toujours linéaires dans le digital. En tous les cas, ce sont toujours des parcours chez nos 4 intervenants qui sont animés par la passion, par l'envie d'être dans le digital et par cette envie d'être flexible et d'évoluer, de travailler aussi avec et sur l'humain. Donc, c'est ça qui est vraiment passionnant. Alors, pour compléter toutes les informations que vous nous avez données, je vais vous poser des questions où il faudra répondre en synthèse, donc un petit peu patac au tac, mais on n'est pas très loin. Alors, par exemple, pour chacun, en une phrase, quelle est la plus grande fierté que vous avez dans votre métier? Alors, qui se lance? Je démarre. Allez, Alice. Alors, juste en une phrase, la plus grande fierté que j'ai là depuis que je travaille chez Time to Pitch, c'est vraiment d'avoir monté le pôle digital et du coup de voir que c'est un pôle qui grandit, notamment grâce au recrutement de Shaima. J'ai hâte qu'on aille encore plus loin et que du coup on soit une plus grande équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend très très fière. D'accord. Fabien?
Moi, pour ma part, en fait, c'est d'être vraiment sur des services qui apportent une vraie valeur en fait, à des gens qui en ont besoin. Quoi. C'est cette idée de faire quelque chose qui a vraiment du sens. Quoi. C'est par nos projets qu'on apporte, qu'on propose des réponses et surtout qu'on permet vraiment de faciliter la vie des gens. Quoi. Ça, c'est toujours agréable. D'accord. Mathilde, Louis, est-ce que vous avez une réponse? Alors, de mon côté, c'est d'avoir réussi à me lancer dans mon métier donc en freelance, de pouvoir travailler à mon compte et avec donc ce client que j'ai actuellement, donc avec le site internet qui était down quand je l'ai récupéré et qu'avec voilà, l'équipe qu'on a réussi à mettre en place, voilà, d'avoir augmenté considérablement le chiffre d'affaires et voilà, de le faire évoluer au quotidien et de voir des vrais résultats là Concret. quelques mois après. Voilà. Louis? Oui, pour ma part, moi je dirais que c'est ce qui vraiment me plaît le plus, c'est apporter des solutions et le processus qui est associé, c'est-à-dire, comme j'essayais de vous le décrire tout à l'heure, comprendre, imaginer et rendre concret, c'est vraiment ce que je préfère. Ce qui rejoint Mathilde, du coup. Pour chacun, quel est le défaut qu'il ne faut pas avoir dans le métier que vous exercez? Je dirais, pour ma part, un manque d'humilité. L'humilité, c'est vachement important, et surtout quand on doit travailler justement sur des projets avec des gens qui viennent d'horizons différents et de métiers différents, en fait, ne pas être capable de se dire, en fait, cette personne connaît mieux la réalité finalement du terrain que moi, que juste la solution que je veux lui apporter, en fait, tu vas toujours viser à côté. Quoi. Alors que essayer d'être complètement justement empathique, au contraire, et de comprendre complètement, c'est hyper important. Quoi. Pour ma part, je pense que voilà, dans un poste voilà, dans l'e-merchandising comme le mien, on ne peut pas manquer de rigueur et on ne peut pas être désorganisé. Enfin, voilà, pour qu'un produit se vende en ligne, on doit montrer la meilleure qualité possible, que ce soit l'image de marque qu'on veut véhiculer, les détails descriptifs, ne serait-ce que les fautes d'orthographe, en fait, par exemple. Voilà, on se doit d'être très rigoureux en ligne parce que voilà, ça ne pardonne pas. Donc, moi, je dirais, voilà, il ne faut pas manquer de rigueur. Ok. Alice, Louis? Moi, je rejoins un peu Fabien, mais du coup, je le transforme un peu. Je pense qu'une grande qualité à avoir dans ces métiers du digital, c'est vraiment de justement se mettre en empathie, se mettre à la place de l'autre et vouloir apporter de la valeur à la personne qu'on a en face de soi et justement lui faciliter vraiment la vie à notre échelle. D'accord. Et je rejoins en fait parce que moi j'avais pensé surtout ne pas être fermé d'esprit et en fait ça rejoint beaucoup ce thème de l'empathie. En fait, c'est accueillir finalement les connaissances des autres puisqu'on apprend beaucoup plus des autres que juste de soi-même et c'est super important pour nos métiers. C'est vrai que les métiers du digital demandent une très forte ouverture d'esprit et largeur aussi d'esprit. Et qu'importe qu'on soit du côté data ou plutôt du côté marketing ou e-commerce, c'est vrai qu'il faut savoir être ouvert aux autres et à l'écoute aussi des autres, de ses clients en premier, mais aussi de ses collaborateurs. Merci. D'accord. Quelle est la mission ou la tâche que vous préférez, une seule à citer, dans votre job au quotidien? Je dirais tout ce qui est attrait à la construction de parcours, où on est vraiment sur des phases des fois de design et d'idéation, où on doit se plonger dans une certaine réalité, que ce soit pour un parcours client ou un parcours qui peut être utilisé par des agents sur le terrain, des choses comme ça, où on cherche vraiment justement toujours à répondre à un besoin et de quelle manière, et après comment ça s'affine petit à petit jusqu'à réfléchir à des règles subtiles, par exemple de gestion, enfin tout ça, c'est super intéressant. Excuse-moi. Vas-y, Louis. Ça roule, merci. Moi, je veux rebondir sur ce que dit Fabien parce que je suis complètement d'accord. Après, moi, j'ai plus de plaisir encore, c'est avoir les choses arriver en vrai dans les mains, soit des clients, soit de nos clients internes. Vraiment, la partie, je dirais, compréhension est absolument géniale et la partie livrable est une sensation de beaucoup de plaisir, en fait, et de reconnaissance dans son travail.
Pour ma part, c'est tout ce qui tourne autour des analyses produits et des analyses de vente. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Les analyses produits, voilà, voir quels sont les best-sellers, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel produit a mieux marché qu'un autre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et voilà, d'essayer de trouver des plans d'action pour faire évoluer les autres produits aussi. Et les analyses de vente, voilà, je trouve ça hyper satisfaisant de voir le chiffre d'affaires augmenter. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et Alice? Du coup, je pense que je rejoins un peu Mathilde, Fabien et Louis. C'est vraiment du coup la création, voilà, dans mon cas, plutôt les landing pages pour les Google Ads et tout ça. On met tout en place, on se pose la question de qu'est-ce que la personne en face a envie de savoir pour acheter mon produit. Et puis le chiffre d'affaires qui augmente sur Salesforce. Ça, c'est ça, on ne va pas se cacher, c'est un peu la concrétisation de tout. Et du coup, on a le CA qui augmente sur Salesforce et les retours des formations qui arrivent des personnes qui sont hyper contentes. Et là, du coup, c'est un peu, c'est un peu l'aboutissement de tout ça, quoi. C'est vraiment agréable pour le coup. Ouais. Quand le virtuel passe au réel, finalement, c'est là où c'est assez excitant, quoi. C'est ça. C'est ça. Je vais vous poser une dernière question, puis après on va passer aux questions des étudiants. Admettons, vous recevez un de nos 5e années en entretien pour un CDD, un CDI, un premier job. Quel est le conseil ultime que vous lui donnez pour son entretien? Pour ma part, je pense que ça serait d'essayer de s'adapter coûte que coûte. Voilà, comme je disais, on a un travail voilà, dans tous les secteurs du digital. Voilà, c'est jamais routinier, donc il faut apprendre à être flexible et voilà, lorsqu'il y a des choses de dernière minute à mettre en place ou des changements dans les projets en cours, etc. Voilà, savoir s'adapter et Montrer sa flexibilité. Exactement, et pas hésiter à être curieux aussi parce que le digital, voilà, ça bouge en permanence. Donc, il faut savoir aussi sortir de ses acquis, aller voir un petit peu, creuser un petit peu derrière et voilà, pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. D'accord. Pour ma part, je dirais que ça rejoint en fait cette question de la curiosité. C'est celle de prendre des notes et pour moi de poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que le premier entretien qu'il y a, en fait, on va surtout chercher à déceler, pour moi, chez le candidat, un petit peu son intérêt, en fait, et parce qu'on est sur notamment, moi, je prêche pour ma paroisse, quoi. On est dans une entreprise qui, même si on fait partie de la SNCF, on n'est pas l'entreprise la plus connue, et on cherche surtout à avoir des gens qui ont ce goût, cet intérêt, cette capacité peut-être à se dire, tiens, à se poser les bonnes questions, on va dire, au bon moment, quoi, pouvoir montrer à la fois justement un intérêt et une curiosité. Ok. Louis, Alice, inspiré? Vas-y, je t'en prie, Alice. Merci. Moi, je pense quelque chose qui fait beaucoup la différence entre deux personnes qui sont à compétences complètement égales, c'est ce côté humain et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et de donner aux personnes qui sont en face de moi. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à miser sur la carte vraiment de l'humain et de l'échange et l'enrichissement vraiment entre personnes, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'allais dire deux choses. Le premier sur l'attitude, et ça rejoint exactement ce que vient de dire Alice, arriver positif, arriver avec de l'envie, parce qu'on a envie de travailler avec vous. Et si vous nous bloquez cette envie, ça ne va pas bien se passer, même si vous êtes très compétent. Et sinon, juste sur l'aspect vraiment très professionnel, ce que je vous disais tout à l'heure, en tout cas, je pense qu'on a des métiers où on peut montrer nos résultats, on peut montrer nos réalisations. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Donc, montrez ce que vous savez faire, montrez ce que vous êtes capable de faire et ça met en confiance tout recruteur. Ok, merci.